Alors il est temps de passer à la présentation de Yannick Girourou, qui va vous parler des PAC et qui va parler des dépasser les blocages sur la géothermie individuelle. J'ai pas les moyens et j'ai pas de terrain. Alors voilà, on va vous faire une petite présentation. Je l'ai voulu la plus simple possible et j'espère la plus parlante. D'accord. Donc si vous avez le but étant de laisser un maximum de place aux questions. Donc voilà, nous sommes, je suis de la société ADENR et on travaille sous forme de concession exclusive. Donc ça veut dire qu'on a, on gère le parc de l'Hérault et du Gard, et nous avons choisi donc la marque Sofat qui existe depuis 40 ans maintenant. Donc nous sommes installateurs de pompes à chaleur et exclusivement installateurs de pompes à chaleur. Donc comme dans la vidéo précédente était assez parlante, mais on vous rappelle que la pompe à chaleur capte les calories dans l'eau, la terre ou l'air extérieur pour réchauffer un espace via un circuit de chauffage. La chaleur est donc transportée via un fluide frigorigène qui est l'intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur du logement. Donc en fait, la pompe à chaleur, si vous voulez, c'est un ascenseur à calories. On va prendre les calories dans un secteur froid où il existe des calories mais qui ne servent pas, et on va les transmettre à un local à chauffer. Donc, on a choisi ce petit schéma, et donc la pompe à chaleur, eh bien, vous regardez bien au milieu, vous avez le compresseur, vous avez en dessous le détendeur, le tout étant relié passant par deux échangeurs, et donc la pompe à chaleur comporte ces pièces maîtresses, compresseur, détendeur et échangeur. Donc un échangeur va prendre les calories, comme vous le disiez, de la terre, donc à partir de 60 à 80 cm, donc on sera plus en géosolaire, et ensuite on peut les prendre en sonde verticale, on va descendre à 90 mètres minimum, et on peut aller jusqu'à 200, et pour des besoins plus importants, on va faire plusieurs sondes. Et ensuite on va travailler sur un aquifère. Donc ces calories passent par l'échangeur, et de l'autre côté, donc pour transmettre ces calories au circuit de chauffage, on repasse par un échangeur, et là on va les diffuser, comme le disait la vidéo, dans des radiateurs, un plancher chauffant, voire par ventilo-convection. Alors le meilleur choix restant le plancher chauffant, on va chauffer à 35 degrés, au moins on chauffe une eau, donc on va la chauffer en basse température, au moins on la chauffe, au moins on consomme. C'est assez parlant. Donc il existe plusieurs systèmes de captage. Il y en a un qu'on a mis de côté, mais bon. Pour vous, aujourd'hui, on va s'attacher à parler de géothermie, donc soit sur nappe, sur sonde ou sur capteur horizontal. Et on va s'attacher principalement à la pompe à chaleur qu'on appelle EO. Donc on va prendre les calories en fait. Soit dans la terre, soit dans l'eau, d'accord, et on va les transmettre à un circuit d'eau. Auparavant, on était en étang direct, donc on pouvait prendre les calories de la terre et s'en servir directement via un plancher. Il existe aussi de façon plus répandue ce qu'on appelle la RO, où on va travailler sur les calories de l'air. Alors pourquoi on va s'attacher plus au OO, parce que la réglementation thermique 2012 évolue, et la législation sur les fluides frigorigènes aussi. Et cette pompe à chaleur, là où il y a une vingtaine d'années, on demandait, par exemple, une pompe à chaleur demandait 15 kg de fluide pour chauffer, pour rendre 9 kW, actuellement, on va être à 1,7 kg de fluide. Donc pour la même restitution de chaleur. Donc le but étant de répondre au mieux à la législation sur les fluides qui évolue et à la réglementation thermique. Donc on ne parlera pas de la pompe à chaleur RO. Et pourquoi donc on valorise la pompe à chaleur OO? Simplement parce que le coefficient de performance est stable, donc quel que soit le moment de l'année. On est sur une nappe environ à 14 degrés dès qu'on passe les 10 à 20 mètres de profondeur. Et dès qu'on passe en géothermie horizontale les 80 cm, là on est entre 10
12 degrés aussi en permanence. On a très très peu de variations de température. Donc le coefficient de performance reste stable, alors que celui de la pompe à chaleur RO qui travaille sur les calories extérieures, vous comprenez bien qu'au moins on a de calories extérieures, plus le coefficient de performance va descendre. Donc c'est vrai qu'on est dans la bande des 50 km de la côte et qu'on a une température qui est tempérée, mais en termes de consommation, si vous voulez, c'est quand même pas du tout la même chose. Et il faut savoir. Et donc dans les exemples qui vont suivre, vous pourrez constater des consommations annuelles qui sont particulièrement basses et intéressantes. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, au niveau des coefficients de performance, je rappelle, 1 kWh consommé sert exclusivement à faire fonctionner le compresseur et le circulateur. Le reste, si vous voulez, c'est les calories qu'on va prendre d'un côté et qu'on va valoriser. Donc vous voyez que le coefficient de performance, en moyenne, on est entre 4 et 5 dès lors qu'on est sur captage géothermique, donc sur sonde comme en géothermie verticale. Ensuite, quand on passe en captage sur nappe, on va atteindre jusqu'à 5,5, donc on va valoriser encore plus, si vous voulez, la pompe à chaleur. La pompe à chaleur qu'on va prendre pour le captage horizontal, en vertical ou sur nappe, c'est exactement la même machine, d'accord? Je le précise. Donc la pompe à chaleur géothermique, si on prend la classe d'efficacité énergétique, on est bien sûr en A, mais en A+++. Alors, on va passer à certains projets. Donc, il faut savoir que, à peu près sur 3000 installations dans l'Hérault et le Gard, 80% de notre parc est en géothermie horizontale. Donc là, on a pris des projets avec des besoins en puissance de 5 à 6 kg. Donc là, on a une résidence à Casillac. Donc, on va chauffer 97 mètres carrés, 245 mètres cubes. On a un terrain de 2000 mètres carrés et on a le coût d'installation 14 640 €, projet neuf, hors coût de forage, hors coût de terrassement. Alors, le coût d'un terrassement, ça va dépendre bien sûr de la complexité du terrain. Ça veut dire, il faut comprendre qu'on va être entre 25 et 30 € le mètre carré décaissé et refermé, et dans la mesure où l'accessibilité est bonne, dans la mesure où on peut stocker la terre, d'accord. Dès le moment, comprenez bien qu'on peut aussi passer, on va dire, un chantier simple entre 25 et 30 €, sans surplus de sable pour protéger le collecteur si on a vraiment affaire à de la terre végétale. Sinon, le capteur est mis en sandwich dans du sable, dans 10 à 15 cm de sable. Donc on a la pompe à chaleur, Therméo la gamme Sofate, en 5 kg. Pour ce prix-là, avec le cumulus, donc la production d'eau chaude en mode thermodynamique, mais couplé à la machine. Donc le capteur, vous voyez en bas le capteur en eau glycolée avec un pas d'écartement de 40 cm entre chaque sonde, et on est à une profondeur de 80 cm. Donc cette pompe à chaleur va consommer 1300 watts pour en restituer pratiquement 6000. Les consommations. Alors nous, les consommations, volontairement, une maison, comme on disait tout à l'heure, Marjolaine, on parle de température à l'intérieur, pour certains 19 degrés, pour d'autres c'est 23 degrés. Donc en fait, une consommation, elle peut être tellement aléatoire que moi j'ai fait le choix, si vous voulez, de demander au bureau d'études, parce que mon collègue en parlera tout à l'heure, on travaille sur chacun des projets systématiquement avec un bureau d'études qui est indépendant. Et à ce bureau d'études, on fournit une étude thermique et eux vont déjà valider la puissance qu'on prévoit et ensuite nous proposer un calpinage pour le plancher chauffant ou alors les dimensionnements des radiateurs. Donc ce bureau d'études, ayant tous les renseignements concernant cette maison avec l'étude thermique, ils nous ont sorti une estimation de consommation, à 20 degrés. Donc cette estimation de consommation, on est à 225 € annuels par année.
Et donc on voit, alors, ils reprennent le coût du kilowattheure. Je pense qu'ils ont pris entre 15 et 16 centimes. Et après le cours actuel du fuel. Donc on serait à 810 € si une chaudière fuel avait été installée. On reviendra après aux questions, mais comme je précisais, en fait, le coût du terrassement n'est pas compris. Et le coût d'un terrassement, si vous voulez, c'est entre 25 et 30 €. Donc nous, on propose des terrassiers, si vous voulez, dont c'est le métier. Et derrière, en fait, c'est à eux de valider leurs tarifs en fonction de la complexité du terrain. Parce qu'effectivement, s'il y a du sable à ramener, comprenez bien que la facture sera supérieure. Excusez-moi, ma question était sur le coût du kilowattheure. Est-ce que ça intègre bien tous les coûts annexes à la facture EDF, avec les coûts de transport, les coûts ADEME, pas simplement le coût du... Non, on est vraiment en tarif de consommation. Ça veut dire que si vous mettez un compteur de kilowattheure, c'est ce qui est consommé par la machine. Donc il y a pas de, on prend pas en compte effectivement l'abonnement. Non, c'est vraiment un coût de consommation. Donc on compare pas des choses pareilles. C'est pas le coût de prix de revient de l'utilisateur. Parce que 808... C'est le coût de revient pour vous chauffer avec la machine. Alors derrière, si vous voulez, vous rajoutez effectivement le prix de l'abonnement. Donc si là, pour le coup, quand vous voyez la puissance absorbée, suivant l'équipement de la maison, il n'est peut-être pas utile d'avoir un compteur 9 kW, si vous voulez. Un compteur 6 kW peut suffire. Mais je vous dis bien selon les équipements de la maison. Ok. Donc on va passer au projet suivant. On va toujours être... Moi j'ai une question sur ceci. Quelle est la durée de vie de l'installation? Alors la durée de vie de l'installation, c'est aléatoire. On va prendre les chiffres, toutes marques confondues, sur la durée de vie d'un compresseur, qui est le cœur de la machine. Donc toutes marques confondues, on parle de 15 ans pour le cœur de durée de vie. Alors maintenant, c'est très relatif dans la mesure où la durée de vie d'un compresseur, c'est aussi un savoir-faire. Ça veut dire c'est dimensionner une installation correctement. Comprenez bien que si vous demandez à une machine de 5 kg de chauffer là 150 mètres carrés avec une isolation identique, comprenez bien qu'il va tourner non-stop. Outre la surconsommation, vous allez fragiliser le compresseur, le cœur, qu'il faudra changer bien plus tôt. Alors, c'est en géothermie, chez nous, en fait, la fin de vie se situe aux alentours de 20 ans, et on parle, la fin de vie peut durer 5, 10 ans. On a des installations, si vous voulez, qui ont la plus vieille à Saint-Mathieu à 34 ans, 36 ans, excusez-moi. J'avais visité en 2014, on est en 2020, 36 ans. Donc après, c'est une question de dimensionnement, et c'est pour ça que la marque est un facteur intéressant. Après, si vous voulez, le installé et l'accompagnement du bureau d'études, c'est impératif. Remplacement. Vous pouvez continuer. Alors, le coût de remplacement après d'un compresseur, ça varie en fonction de la puissance, d'accord, mais on va être entre 800 et 900 € si le fluide, de toute façon le fluide sera remplacé, et on va pouvoir aller jusqu'à 2500 € suivant la puissance de la machine. Là sur un modèle comme celui-ci, on est sur une facture, je dirais, aux environs entre 1000 et 1500 1400 € peut-être, parce que l'intérêt de fonctionner avec une pompe à chaleur RO, c'est que quand vous changez un compresseur, on est bien d'accord, on va changer le fluide frigorigène, d'accord, pour les garanties et pour plus de sécurité. Quand vous changez 1,7 kg de fluide frigorigène, enfin 1,5 kg là pour cette machine-là, c'est la plus petite, comprenez bien que le surcoût est très très limité par rapport à une machine qui peut en disposer 15. Donc le second projet, c'est la même machine. On va travailler en géothermie verticale, et voilà, ça fait un peu peur sur le film précédent. Effectivement, on voit la foreuse, on parle de 150 mètres, 200, on parle de champ de captage. Là, on est sur du particulier. Alors, c'est pas la technologie qui est la plus répandue, parce que la technologie qui est la plus répandue, c'est celle qui répond aussi non seulement aux caractéristiques du terrain, aux difficultés, mais aussi au budget.
projet. Donc, parce que là, vous voyez, vous avez une sonde, donc la même machine, on va délivrer aussi pratiquement 6 kilos, et on sera sur un forage dans lequel on mettra 2 sondes de 90 mètres. Donc, comme le disait Marjolaine tout à l'heure, hier, le foreur qui était invité a précisé les tarifs, donc sonde avec béton bentonite, béton allégé, sonde bicolée. Le foreur facture ça 60 à 65 €, donc selon les foreurs. Le mètre linéaire. Pour 90 mètres de profondeur. Non. Le mètre linéaire, donc 90 fois 60 €. Mettons 100 fois, allez. Voilà, c'est le mètre linéaire. C'est comme pour les forages eau. Il faut savoir que les forages eau sont un peu moins chers, sont aux alentours de 45 € le mètre linéaire. Donc le gros intérêt, si vous avez de l'eau dessous, si vous avez de l'eau à moins de 20 mètres, c'est une chance. Et effectivement, au vu du débit minimum qu'il faut, presque ridicule, ça vaut le coup de s'intéresser à une pompe à chaleur eau sur nappe aquifère. Donc ce projet, alors je précise, la consommation est supérieure. On est aux environs de 330 €. Alors la raison est simple, c'est qu'on est sur un projet RT 2005, donc qui ne répond pas à toutes les exigences actuelles de la réglementation thermique. Donc elle est moins étanche, moins isolée, et forcément on remarque bien que la consommation est différente. Alors que c'est exactement la même machine, même si le coefficient de performance est le même. Donc que d'ailleurs c'est Claudia Pout vous en parlera tout à l'heure, c'est que vraiment la première chose à faire, c'est l'isolation de votre logement. Si vous voulez travailler en basse consommation avec une pompe à chaleur, le premier effet que vous devez avoir, en fait, c'est déjà qu'est-ce que je peux économiser comme énergie. Et tout ce que vous aurez économisé, effectivement, vous allez perdre en puissance et forcément en prix de pompe à chaleur. Donc là, vous avez les différents éléments. On est toujours sur une coefficient de performance, c'est la même machine. Et donc là, on est sur la côte, sur un terrain qui est très très compliqué, qui est un terrain exigu, en étagère, et donc la solution sur sonde s'est imposée. Alors là, vous avez la photo à gauche, là où vous avez le petit coffre sur la terrasse, et bien juste à côté vous avez le séchoir à linge et vous avez les 2 sondes géothermiques. Donc la foreuse qui était sur place là-bas, la photo était prise sur place, et là donc vous avez un exemple. Je précise que sur tous les projets, le maximum de projets, dès que c'est du neuf, on va travailler sur plancher chauffant. On va passer au troisième projet. Alors, troisième projet, c'est la GeoAccess. Alors, il faut savoir que là, on n'est plus en eau, on va être en sol eau. Ça veut dire que le fluide caloporteur à l'extérieur sera du fluide frigorigène. Donc, cette machine va comporter le double de fluide, donc soit à peu près 3 kg de fluide à la place d'1,7 kg, mais nécessitera moins de terrain, moins de surface de captage. Ça veut dire que sur un projet comme celui-ci, on va pouvoir chauffer jusqu'à 110 mètres carrés, d'accord, avec 90 mètres carrés de surface. Donc ce qui est peu. Alors vous voyez, donc là c'est la maison en question. Là c'est les préconisations du bureau d'études qui sont à gauche, où il faut préserver absolument 1 mètre entre tout bâti. La personne voulant gagner un petit peu sur son terrain a fait le choix d'agrandir sa surface de captage par rapport à sa maison. Et donc quand vous regardez bien le projet, il a utilisé la bande de prospect, là où maintenant il a son étendoir à linge et une partie de son parking. Derrière, il a préservé la place pour sa piscine, si vous voulez faire une piscine, potager, etc. Et il neutralise que 90 mètres carrés. Donc ça c'est un projet en GeoAccess, c'est un projet qui est packagé, donc à la différence, donc qui est beaucoup moins cher, vous avez vu c'est un prix qui est à 9 990, donc c'est pour les primo-accédants, à la différence des autres, vous n'avez pas le choix de la régulation, vous avez un seul thermostat, vous ne pouvez pas travailler pièce par pièce. Vous n'avez pas le rafraîchissement, mais vous voyez que la géothermie, 10 000 € hors thérapie pour
le chauffage de votre maison et le chaude sanitaire, ça existe. Et ça existe à côté. Et donc cette maison là dont on vous fait la présentation est à visiter le 4 octobre. Après, on organise des visites d'installations selon les besoins et on reste ouvert. Donc la consommation, vous voyez, donc ça c'est une maison datée 2012, de 2018, on est à 260 € annuels. Voilà, on s'est concentré donc sur le dévoi Larzac parce que il se trouve que notre société est à Montpellier, mais nous sommes tous deux de la communauté de communes du Haut-Dévois Larzac. Et sur ce territoire, on possède une soixantaine d'installations, dont pratiquement 40 en géothermie. On en a 13 sur l'Odève même, on en a 6 je crois au Quélard, à Saint-Étienne on en a avoir 4 ou 5. Après on en a Saint-Jean-de-la-Blaquière, Uclas du Bosque. Donc vous voyez que il y a des projets, ça date pas d'hier parce qu'on a des installations ici qui ont à peu près 25 ans. Et donc sachez que les particuliers ont fait le choix il y a quelques années déjà de la géothermie. Et donc en espérant, je pense qu'il y avait deux clients installés qui avaient été invités, j'en vois un qui pourront prendre la parole et vous dire moi j'ai acheté mon installation à tel prix, 20 ans après, est-ce que j'en suis content? Pourquoi j'en suis content? Et ces installations peuvent être, sous réserve d'accord des clients, mais accessibles à la visite. On va être après sur l'Hérault et le Gard, comme je vous le disais, on est à peu près à 3000 installations, avec un bon 80% de géothermie en capteur horizontal, ce qui est quand même la formule la plus simple, je dirais, à l'installation. Voilà, on travaille donc, la fabrication est française, on est on fait partie de l'usine Sofat, maintenant du groupe de Dietrich. Ça représente maintenant beaucoup plus de 50 000 installations en France, donc principalement en géothermie. Et voilà, je vous précise que bien sûr nous sommes qualibataires GE et que nous fonctionnons sans sous-traitance. Nos techniciens sont formés à l'usine, et on ne fait appel à aucun sous-traitant. Ce qui me semble important dès le moment où on rentre dans quelque chose qui est technique, si vous voulez. Donc, écoutez, merci de votre écoute et puis place aux questions et on essaiera tous deux de répondre au mieux. Alors, avez-vous des questions? Vous avez parlé du vieillissement de l'installation et notamment du changement du compresseur, qui est la pièce maîtresse. Et qu'en est-il du reste de l'installation, c'est-à-dire les capteurs, etc. Est-ce qu'il y a un vieillissement Alors oui, il y a un vieillissement, mais selon le mode de captage, si vous voulez, de toute façon, le vieillissement, alors tu sais peut-être un peu plus que moi, mais le cuivre, déjà, on part sur plus de 100 ans, et après, le polyéthylène, si vous voulez, ça reste comme les installations, je dirais, d'eau courante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la surface de captage, ce qui est utilisé pour la diffusion et le captage, c'est une chose. Après, quand on vous parle de compresseur, un système frigo, si vous voulez, quand vous intervenez dessus, effectivement, il y a des précautions à avoir. Je vous ai parlé que de 2 pièces moteurs. Bien sûr que derrière, un rinçage selon le remplacement du fluide est nécessaire. Et bien sûr que certaines pièces, type déshydrateur, si vous voulez, pressos, etc., seront peut-être à changer. Mais je dirais, les organes, mettre de la pompe à chaleur. Après, est-ce que j'ai répondu à votre question sur ce point-là? J'ai complété en disant que quand vous avez une voiture, vous ne savez pas combien de temps elle va durer. Ça dépend comment elle est utilisée. Il y a plein de paramètres qui font que votre voiture peut durer 15 ans, 17 ans, 20 ans. Donc c'est un petit peu pareil, toutes les machines. On ne peut pas toujours dire ça va durer tant de temps. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des fluides frigorigènes qui sont retirés du marché à cause de leur nuisance, notamment les fluides fluorés. Et donc ces fluides, les machines, donc depuis 2014, ces machines-là, si vous voulez, normalement le fluide est interdit. Et bien, il y a des machines qui ont plus de 30 ans, qui continuent à fonctionner, qui fonctionnent bien à ce fluide-là et qui sont autorisées à continuer à fonctionner. Alors la clé, c'est de veiller à ce que
l'étanchéité soit parfaite. Et donc, au même titre, alors maintenant, les contrôles seront obligatoires, mais effectivement, un contrôle annuel, dès le moment où on a une machine avec beaucoup de fluide, le contrôle annuel est préconisé. Donc, si vous voulez retarder, au moins vous avez de fluide, au plus le compresseur va tourner et au plus la durée de vie du compresseur sera limitée. Donc en fait, l'entretien est un point clé. Avez-vous d'autres questions? Parce que moi j'en ai une petite. Je voudrais savoir quelle est la différence quand on dit une machine, une PAC OO ou une PAC Sol-O, parce que tout à l'heure vous avez dit c'est la même machine, alors pourquoi il y a deux dénominations? Je comprends pas trop. Alors la Sol-O, on va utiliser le fluide frigorigène pour le captage des calories. Donc en fait, le fluide frigorigène est un meilleur ascenseur que l'eau glycolée. Donc on va avoir besoin de beaucoup moins de surface de captage. En revanche, la machine OO, son intérêt, c'est que vous avez beaucoup moins de fluide frigorigène. Vous êtes en dessous de 2 kg, donc jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas soumis à l'obligation de contrôle d'étanchéité. Mais vous devez, en surface de captage à l'horizontale, sur une machine, si vous voulez, qui demande par exemple 90 mètres carrés avec un fluide frigorigène, vous passez à 30 mètres carrés de plus avec de l'eau glycolée. Donc si vous voulez, c'est pas négligeable sur le plan du portefeuille, parce que 30 mètres carrés de décaissement en plus, ça peut alourdir la facture. Merci. Une question. Attendez, Henri arrive. Ah oui, je m'aperçois que j'ai pas encore compris toutes les subtilités des différents systèmes proposés, et je pense que c'est un peu normal parce que c'est beaucoup d'informations à intégrer. Donc là, j'ai enregistré un moment donné, vous parlez de fluide frigorigène, mais il me semble que vous avez aussi parlé de fluide calorigène. Non. Non. D'accord. Caloporteur. Caloporteur. Et c'est le même fluide qui est frigorigène et caloporteur? Il faut savoir qu'une pompe à chaleur, en fait, utilise un fluide frigorigène, c'est un mélange de gaz, et que ce fluide, en fait, est confiné dans la machine. On va tourner en thermodynamique, d'accord? On va prendre les calories quand il sera à l'état gazeux, donc on va compresser, on va le monter en température. Il va diffuser ses calories après via les échangeurs. Donc en fait, une pompe à chaleur, c'est un système confiné avec un fluide frigorigène qui joue le rôle d'ascenseur à calories. Pour bien faire comprendre ce point-là, il me semble important d'expliquer le cycle frigo. Est-ce que tout le monde connaît le cycle frigo dans l'assemblée ou pas? Tout près. Non. Tout près. Il faudrait revenir à une diapo précédente. Entre-temps, je vais poser ma question. Oui, allez-y. Pour la rénovation d'une installation, c'est-à-dire que sur une installation fuel avec des radiateurs qui chauffent à 65, de l'eau à 65 degrés, c'est quoi la proposition? Alors, vous avez légèrement abordé tout à l'heure en disant il y a un problème de radiateur, de température. En fait, on en parle après la rénovation. D'accord, ok. Voilà. Le fluide frigorigène, comment on fait pour récupérer des calories avec un fluide frigo? On s'en sert dans deux états. On s'en sert à l'état liquide et à l'état gazeux. Donc, on va partir de ce côté-là, sortie de détendeur, et vous voyez c'est un circuit fermé, on peut partir à n'importe quel point. On vient de détendre brutalement un fluide. Ici. Ici, on a du fluide. Dans cette partie, ici, nous avons du fluide frigorigène à l'état liquide. Le détendeur va le détendre brutalement, et ce qui fait qu'on va avoir un gros abaissement de température. Dans ce circuit-là, on va être à moins 16 degrés à peu près. On passe dans l'échangeur. Dans l'échangeur, il va croiser l'eau glycolée qui remonte soit des sondes, soit du capteur, soit de la nappe phréatique. Et donc forcément, ce fluide frigo va récupérer des calories pour après retourner au compresseur. Quand on parlait tout à l'heure de détente directe et de capteur avec du fluide frigo, c'est-à-dire nous n'avons pas cet échangeur à plaque, et d'ici, ce sont des tubes qui vont directement dans le sol, et le fluide frigorigène circule dans le sol. Et il circule à moins 16 degrés, ce qui fait qu'on récupère plus de calories parce que la température du sol est entre 10 et 12 degrés, entre moins 16 et 10 et 12 degrés, on a un grand écart, ce qu'on appelle le delta T, et on va capter beaucoup plus de calories avec une surface moindre. Tandis que si on fait circuler de l'eau glycolée, vous doutez que l'eau glycolée, on ne pourra pas être à moins 16, sinon elle serait gelée et elle ne circulerait plus.
Donc on travaille sur des températures moindres et on est obligé, des écarts moindres, d'augmenter la surface de captage. Ce fluide frigo, en fait, le compresseur est un ascenseur à calories ou un compacteur. Là, on va voler des calories à l'eau qu'on va ramener ici. Le compresseur va les comprimer pour les restituer en positif. Ici, point de départ, je suis à 65 degrés quasiment. Et donc ces 65 degrés, on les amène dans cet échangeur qui va les donner à l'eau, qui va circuler dans les planchers ou dans les radiateurs à l'intérieur de la maison. Ce fluide frigo, on l'aura tellement comprimé qu'il va repasser de l'état gazeux à l'état liquide. Et une fois qu'il sera à l'état liquide, on le redétend et il reprend ses moins 16 degrés. C'est exactement comme votre réfrigérateur à la maison. Vous avez le radiateur noir derrière qui est très chaud. Mettez pas les mains dessus. Si vous allez en sortie de compresseur, quand il tourne, vous pouvez brûler les doigts juste en pinçant le tube de sortie. Tandis que sortie du détendeur, vous mettez les doigts, c'est la maquette que vous avez là-bas derrière, vous pourrez le voir. Eh ben, c'est très froid. C'est un circuit fermé, tout simplement. Et donc, c'était pour bien expliquer, quand on est vraiment sur de la détente directe, et c'est ce qu'on appelle les solutions sol-eau, c'est-à-dire on va récupérer les calories en direct dans le sol, sans avoir un échangeur à plaques. C'est plus performant, mais ça nécessite des charges de fluide plus importantes. Et la meilleure des solutions que nous avions, qui était la technologie sol-sol, nous avions du fluide frigo dans le terrain et je vois un client installé qui fait oui de la tête. Et dans le plancher, du fluide frigo aussi, qui est comprimé et qui permet de n'avoir qu'un compresseur qui fait circuler partout le fluide, aussi bien capteur que plancher. Est-ce que par rapport... j'ai peut-être été confus à certains moments, donc n'hésitez pas à poser des questions pour que je précise. Je comprends bien les deux solutions, mais pourquoi, dans ce cadre-là, pourquoi on ne fait pas que de l'installation avec fluide dans le sol? S'il y a besoin de moins de place, pourquoi s'enquiquiner? C'est réglementaire et industriel à la fois. Les fluides frigo ont une capacité de réchauffement climatique. C'est-à-dire 1 kg de fluide frigorigène émis dans l'atmosphère, selon le fluide frigo, peut représenter jusqu'à 4 tonnes de CO2 émis. Donc le législateur contrôle de plus en plus ces fluides frigo, c'est tout à fait légitime et normal, on n'est pas là pour réchauffer l'atmosphère, et demande aux industriels ou d'abaisser les charges ou de trouver des fluides frigo, on va dire, moins polluants, c'est-à-dire qu'il y a une capacité de réchauffement climatique moindre. Aujourd'hui, les gaziers, ceux qui fabriquent les fluides frigo, n'ont pas encore trouvé de solution sur des fluides frigo ayant un équivalent CO2 très faible. Donc, la solution qui est retenue pour l'instant par les fabricants de pompes à chaleur, c'est de faire en sorte de diminuer la charge de fluide frigo. Imaginez bien que là, vous avez un circuit très court, quelle que soit la puissance de la machine, vous allez vous retrouver avec une petite charge de fluide frigo. Si vous avez quasiment 1000 mètres de tubes de cuivre enterrés dans le jardin et l'équivalent dans la maison, vous avez des installations qui montent à plus de 20 kg de charge de fluide frigo. Mais c'est autorisé ou pas? Alors, c'était autorisé et ça le reste, les clients installés, vous en avez un ici présent, personne ne lui impose de changer d'installation. Personne. Il changera pour les nouveaux. Voilà. Ça a changé. Il faut dire que ce que dit monsieur sur ça produit du CO2, c'est s'il y a des fuites. Hein. Mais on est bien d'accord. Mais s'il n'y a pas de fuite, comme dans votre frigo, il n'y a pas de fuite, ça ne fuit pas tous les jours. La question, elle n'est pas là. Qu'il y a des fuites, si c'est mal posé, si c'est pas étanche, si ça vieillit mal, effectivement, il y a des fuites partout, même dans notre frigo. La question, c'est est-ce que, parce que c'est plus rentable, c'est moins compliqué, aujourd'hui, on peut faire des installations fluides dans le sol? Alors, sur ce point-là, comment a fait le législateur pour imposer aux industriels
aussi bien les gaziers que nous, d'arrêter de poser ce genre d'installation. Ils ont fait augmenter artificiellement le prix du filtre frigo. Voilà. Donc le prix du filtre frigo aujourd'hui est à un prix exorbitant, ce qui fait que ça vous décourage de faire une installation avec 20 kg de fluide. Et nous, on ne vous le recommanderait pas parce que effectivement, Sofat a 40 ans, mais il y a 40 ans, cette problématique-là n'était pas ressortie et personne n'en avait connaissance. Donc on a beaucoup d'installations qui ont d'énormes charges, mais dès qu'on peut, on les bascule sur d'autres solutions. Voilà. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, on est autorisé à combien de kilos de fluide? Il n'y a pas de limite. Ça sera votre portefeuille, la limite. Ah d'accord. Voilà. Juste un point d'information. Je vous rappelle quand même que les solutions qu'on vous a présentées sont à 1,7 kg de fluide frigorigène. Donc pour restituer jusqu'à 6 kg de puissance. Oui, mais si vous montez à la gamme supérieure, vous êtes à 9 kg, vous êtes toujours en dessous de 2 kg. Vous montez à 12 kg, vous êtes toujours en dessous de 2 kg. Donc si vous voulez, l'usine en fait, l'usine fait en sorte effectivement de développer des machines qui sont à moins de 2 kg. La législation sur les fluides change encore là actuellement. Néanmoins, toutes les machines de moins de 2 kg n'étaient pas astreintes à un contrôle annuel. Et donc c'est pour vous dire que la technologie évolue et avoir 1,7 kg de fluide pour avoir moins de 2 kg de fluide pour restituer pratiquement 15 kg de puissance, bon, ça reste assez vertueux. Juste une toute petite intervention. Au cas où le schéma ne vous parlerait pas trop, il y a une maquette active qui fonctionne dans le coin là. À côté de la dame, là, le petit tableau Sofat, c'est une maquette de pompe à chaleur et vous verrez le froid d'un côté, le chaud de l'autre côté. Comme ça, si vous ne croyez que ce que vous voyez ou sentez, vous serez convaincu. Merci. D'autres questions ? Oui, merci. C'est juste pour vérifier que j'ai bien compris ou pas du tout compris. Avec cette histoire de coût et de nuisance du liquide frigorigène, si j'ai bien noté et enregistré, il faudrait s'orienter plutôt vers des installations échangeurs eau pour consommer moins de fluide. Merci. Alors tout à fait, parce que si vous prenez par exemple une pompe à chaleur RO telle qu'on la vente assez souvent, outre le fait que le coefficient de performance il dégringole dès le moment où vous avez moins de calories dehors, cette machine à puissance équivalente contient le double de fluide. D'accord ? Donc ça reste encore contenu, mais c'est quand même le double. Je vais passer la parole à Philippe, donc qui va développer une installation en rénovation. Une dernière question ? Je veux pas mettre trop de discussion sur les fluides frigorigènes, mais moi, si j'avais une installation, alors excusez-moi, vous deux, je mettrais de l'eau glycolée. Bien sûr, c'est moins performant, d'accord, mais c'est quand même beaucoup moins polluant à long terme. Voilà, c'est tout. Voilà, je ferai ça moi-même. Voilà, c'est ça que je ferai. Même si c'est moins rentable au niveau, voilà, c'est tout. C'est personnel, hein, c'est personnel. La OO, c'est de l'eau glycolée. C'est de l'eau glycolée, mais pour faire le compacteur à calories, on est obligé de passer par un compresseur frigo après l'eau glycolée. L'eau glycolée sert à capter les calories. Après, le plancher haut ou radiateur vont servir à diffuser. Mais en intermédiaire, pour l'instant, il n'existe pas d'autre solution de compacteur à calories qu'un compresseur frigo. Il existe des fluides tels que le CO2. Certains fabricants ont testé le CO2 sur des ballons thermodynamiques. La vraie problématique qu'ils ont aujourd'hui, et il n'y en a qu'un seul qui a essayé, c'est que pour passer le CO2 à l'état liquide, il faut atteindre 1000 bars. Je ne sais pas si tout le monde a envie d'avoir un compresseur qui tourne à 1000 bars. Capteur, on est entièrement d'accord avec vous. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'eau glycolée. Voilà. Oui. Daniel, on présente la machine OO
OO. Et la machine OO, c'est une machine à eau glycolée. Donc voilà, quand on parle de OO, on va prendre les calories via un fluide caloporteur avec du glycol, d'accord, à l'extérieur dans le capteur, et ensuite on va passer par de l'eau, donc l'eau de radiateur, l'eau de plancher. On transfère les calories, d'accord, avec le fluide eau. Donc la pompe à chaleur que je vous présente aujourd'hui, c'est bien la pompe à chaleur, une pompe à chaleur OO qui utilise de l'eau glycolée. Et c'est pour ça qu'on a un minimum de fluide frigorigène, et c'est pour ça que nous, en géothermie, maintenant on préconise ce système-là qui répond, outre ses performances, ça répond surtout à la nouvelle législation. Et donc, effectivement, c'est la solution la meilleure. Par rapport à la GeoAccess qu'on vous proposait tout à l'heure avec un capteur fluide, si vous voulez, qui est une très bonne solution, la OO contient encore moins de fluide pour plus de performance. Merci pour toutes ces précisions. Il y a 6-8 mois, c'est quelque chose de très simple. Voilà. Donc, oui. Oui, alors c'est pas très joli, c'est pas glamour. Là, la solution qui a été, c'est la pose des collecteurs. Donc, pose des collecteurs et en dessous de chaque collecteur, il y a une couronne qui va partir dans le terrain et ces collecteurs vont être reliés à la pompe à chaleur. Là, dans le cas présent, il y a 200 mètres carrés de terrain qui étaient nécessaires. Le client, sur nos préconisations pour encore augmenter le COP et le rendement de la machine, a souhaité qu'on pose, sur nos recommandations, mais un capteur plus grand. Donc on a fait 240 mètres carrés de terrain, ce qui fait que son réservoir à calories est d'autant plus grand et donc meilleur rendement toute l'année. Puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le terrain, c'est votre batterie. Dans le cas de la géothermie. Évidemment qu'en début de saison de chauffe, il est très fortement chargé en calories. Quand vous arrivez au plus froid de l'hiver, vous avez commencé légèrement à le décharger. Et en fin d'hiver, il est pas complètement déchargé, mais nettement plus déchargé. Et donc si on regardait le COP à l'instant T, évidemment, plus la batterie est chargée, plus le COP est élevé. Plus la batterie est vide, plus le COP descend. Donc en augmentant la surface du capteur, forcément on augmente la capacité de la batterie. Donc là vous voyez, il y a deux techniciens, c'est ce qu'on appelle dérouler. C'est du polyéthylène, c'est exactement le même que celui qui sert, alors sur des sections différentes et en épaisseur légèrement différente, qui sert à alimenter l'eau de votre maison. Donc en durée de vie, nous on considère que l'on soit en cuivre ou sur du tube polyéthylène en capteur hydraulique, c'est à vie. Nous avons des capteurs qui remontent à 40 ans, ils n'ont pas bougé, les assurances décennales, en termes d'assurance, autant la machine est en biennale avec des extensions de garantie jusqu'à 5 ans, les capteurs comme les planchers, c'est en assurance décennale. Systématiquement. Donc là, il déroule, chaque couronne de mémoire, je crois que sur ce capteur font 90 mètres, et derrière, vous voyez, le second technicien plante des petits piquets pour qu'après, au recouvrement, bien évidemment, les couronnes ne se mélangent pas et gardent leur pas d'écart. Donc là, il collecte le retour, vous voyez que ce capteur là est légèrement incliné, on le verra sur les photos finales, c'est que le tube de retour doit passer derrière. On voit bien au départ, les tubes sont plus gros. En fait, ils sont pas plus gros. C'est noir de la même couleur, mais c'est de l'isolant. Puisque quand on arrive au collecteur, il y a une très forte densité de tuyaux. On le verra bien en vue de dessus à la fin. Et on veut éviter à cet endroit-là de trop appauvrir le sol, et notamment que toutes les calories qu'on a récupérées dans le terrain, ne pas les reperdre en croisant les tuyaux retour. Il finit de collecter, voilà, pas grande importance sur celle-ci. Si, on distingue bien l'isolant en fait. Voilà. Après, il se connecte et il va faire remonter l'isolant pour vraiment que les départs soient parfaitement isolés. Voilà. Donc là, il a déjà déroulé 2 couronnes. Donc on voit bien que les tuyaux, quand on arrive au niveau du collecteur, se resserrent. Et là, on appauvrirait beaucoup trop le sol en calories, d'où les fameux isolants. Donc là, c'est une vue, on a eu la chance de pouvoir la prendre d'une terrasse. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble du capteur. Comme je vous disais, sur cette photo, on voit très très bien à quel point les tuyaux sont serrés.
Et là, ben, si on était sur une détente directe, on ferait un bloc de glace. Et si on n'avait pas mis les isolants, la contrainte qu'on aurait, c'est que sur les départs-retours, on perdrait beaucoup trop de calories et quelque part, ça annulerait l'effet de captage. Bon, il finit de collecter. La suivante, vous voyez, ça s'installe, c'est pas si grand que ça, 200 mètres carrés. Là, on est sur 240. Et la maison, oui, je crois. Ah, voilà. Celle-ci est intéressante. C'est une fois fini. Il avait des oliviers qui en plus étaient en bordure, lui convenaient pas. Il les a replantés au centre. C'est parfaitement compatible avec les oliviers parce que l'olivier a une racine assez particulière qui ne va pas aller faire bouger le capteur. Si vous avez des arbres sur le terrain que vous souhaitez les conserver, on fait le tour en laissant de la réserve. Si vous souhaitez planter un arbre à un endroit précis, eh bien, on laisse une réserve de 4x4, ce qui permet de planter le sujet et d'éviter que les racines aillent tout emporter après, parce que ça, c'est pas fantastique. Voilà. Les collecteurs, une fois finis, là, ils sont pas habillés, mais après, voilà, il y a un petit habillage bois qui vient autour. Ces collecteurs-là peuvent être aussi mis en plein milieu de terrain dans des coffrets. Là, on avait la possibilité de le mettre à l'angle d'un mur, en accord avec le client, beaucoup plus facile pour l'entretien, pour le contrôle. Donc, on a privilégié cette solution. Et c'est quasiment dos à la machine, puisque, oui, si on revient derrière, la machine se retrouve à quelques mètres à l'intérieur, donc on a très très peu de liaison entre le collecteur et la machine. Où là, évidemment, c'est des tuyaux d'une section beaucoup plus grosse qui y vont. Et voilà, là c'est le terrain fini, ils ont remis l'étendoir. C'est à quelques kilomètres, l'installation est visitable sans la moindre difficulté. Est-ce que sur la pose d'un capteur, il y a des questions? Alors une précision là, vous n'avez vu que de la terre végétale, aucun caillou, donc on a pu poser à même la terre. Si nous avions eu des cailloux, il fallait mettre un lit de sable en dessous, 7 cm, on déroule le capteur, lit de sable au-dessus de 7 cm et il referme. Oui, par rapport aux durées de vie de l'installation, vous avez évoqué que le polyéthylène avait une durée de vie à vie. Je cherche toujours, enfin non, c'est pas que je cherche toujours, mais j'ai repéré ce qui peut être un point faible dans l'installation, c'est l'isolation. Les manchons isolants, à votre avis, ils ont une durée de vie de combien? Alors, on est amené parfois sur des capteurs en détente directe à changer les têtes de collecteur. Et donc les têtes de collecteur ont des isolants comme ça. Pour tous ceux qu'on a fait déterrer jusqu'à maintenant, c'est-à-dire on garde la globalité du capteur, on ne change que la tête de captage. Les isolants étaient en parfait état. Et la plus ancienne installation qu'on a eu à ouvrir devait avoir 36 ou 37 ans. Voilà. Il ne bouge pas, c'est comme sur les vieilles chaufferies. Là, cette maison avait une chaudière au fioul. Il y avait encore les isolants néoprène autour des tuyaux, qui avaient peut-être 20 ans ou 30 ans. Ils n'avaient pas bougé. Cette maison, ça va vous intéresser, monsieur, est chauffée sur radiateur. Donc, nous avons prévenu le client que pour maximiser le COP, il fallait peut-être redimensionner les radiateurs. Vous sortez les fontes et vous mettez des aluminiums ou des choses comme ça? Les radiateurs en fait ont des régimes d'eau. Quand on est sur des régimes d'eau, c'est-à-dire 65 degrés en arrivée, 60 en sortie radiateur, il émet une certaine puissance. Si vous lui diminuez sa température d'entrée et de sortie d'eau, il va émettre moins de puissance. Alors, vous allez dire pourquoi vous montez pas l'eau à 65? On peut la monter à 65, mais dans ce cas-là, on a le coefficient de performance de la machine qui va se dégrader. Donc, ça sera moins rentable, moins intéressant. Il vaut mieux agrandir les surfaces émettrices. Oui. On peut parler du fait que quand on a des vieux radiateurs, on peut y rajouter des éléments. Oui. Ce qui fait que, au lieu de racheter des radiateurs basse consommation qui sont quand même plus chers, on a la solution avec ses propres radiateurs pour lesquels on peut rajouter des éléments.
c'est effectivement vrai. Sur les radiateurs fonte, et puis, si j'ai bien retenu, c'est comme monsieur chez lui, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, on peut récupérer, faire des ensembles homogènes, récupérer 2 radiateurs fonte dans une pièce, dans une autre, faire un joli ensemble homogène, et dans les autres pièces, rajouter des radiateurs, on va dire basse température. Mais ça fonctionne parfaitement. Nous, la plupart de nos clients chez qui il y a des radiateurs quand on arrive, on leur dit il faut une première année de test. Vous testez avec vos radiateurs, vous êtes content de la solution, des consommations, on peut rester comme ça. Vous n'êtes pas satisfait, il faut revoir la surface des radiateurs. On émet toujours une réserve sur les radiateurs, puisqu'on est obligé de changer, la température d'arrivée d'eau ne sera pas la même dans les radiateurs. Yannick a un petit complément. Alors si votre question c'est j'ai actuellement une chaudière fuel et je suis en haute température, ma température d'eau, de sortie d'eau est à 75 degrés, si je mets une pompe à chaleur basse température, est-ce que ça va fonctionner? Je vous dis non. Parce que le premier réflexe, quand on met une pompe à chaleur ou une chaudière basse température, le premier réflexe c'est de reprendre l'isolation. Ça veut dire, ça peut être les fenêtres, vos ouvrants, ça peut être les combles, les murs. Mais moi, si vous me demandez, si demain quelqu'un me demande avec ce profil, je lui dis non, on ne pourra pas travailler. Vous allez avoir froid, vous allez consommer, vous allez avoir froid. Et donc je pense que Claudia Gould qui est ici vous renseignera à ce propos. Le réflexe, c'est je passe basse température, donc je vais me pencher sur l'économie de fonctionnement et donc forcément l'isolation, qui est le premier réflexe à avoir. Ah ben voilà. Alors, si c'est déjà fait, nous, quelle que soit l'installation, on passe par un bureau d'études. Et donc, on va pas faire ça de façon empirique. On va leur demander, on va leur envoyer les données. On prendra quelques photos, on remplira une fiche technique et ils vont se pencher effectivement par rapport à ce que vous avez fait sur un coefficient d'isolation qui va nous aider à cibler la puissance de la machine et à savoir s'il faut une résistance d'appoint, à quel moment elle va se déclencher, parce que si la résistance se déclenche à 5 degrés, vous chauffez l'électricité. L'idée, c'est que ça en appoint et qu'elle arrive dans une température négative. Mais ça, c'est voilà, on travaille avec un bureau d'études parce qu'on n'est pas thermicien et en fait le bureau d'études. Donc je tiens à votre disposition d'ailleurs les dossiers techniques des diapos qui ont été faites et des relevés de consommation. Voilà, comme ça vous voyez bien que ça correspond bien au projet et que ça a été fait par des thermiciens. Une pompe à chaleur, si vous voulez optimiser, enfin si vous voulez avoir de l'économie, le réflexe isolation, et après il faut savoir dimensionner une pompe à chaleur parce que derrière vous avez la durée de vie qui est importante. Merci. On nous demande si ça vous dérange pas que les témoins commencent déjà maintenant, puisque c'est logique aussi qu'ils viennent tout de suite, avant la présentation de Claudia Gould, qui est du Glyphosate Espace Info Énergie. Donc on pourrait commencer par Monsieur Calatayud, si vous voulez, qui a la plus ancienne installation. Voilà, alors je me permets, en fait on a choisi deux installations qui avaient quelques années d'existence, donc une qui fait partie de notre marque et Monsieur Calatayud, en fait, qui est une installation de géothermie qui n'est pas de notre marque, mais qui a aussi 20 ou 25 ans, je pense. 25 ans d'existence. 25 ans d'existence, voilà. C'est une installation qui a 25 ans, qui a aussi l'eau chaude sanitaire, qui est produite donc par géothermie. C'est une solution qui est tout à fait intéressante en ce sens que ça ne fait pas de bruit, vous n'êtes pas sujet à vérifier si vous avez du gaz, du fuel, etc. C'est quelque chose qui est très sécurisant. Au niveau de la température, c'est très agréable d'avoir un sol à 20-25 degrés. Pour marcher l'hiver dessus, c'est très agréable. Il faut quand même prévoir en construction neuve ce qu'on appelle les isolants périphériques pour la dalle. Parce que c'est une dalle, si je ne me trompe pas trop. Est-ce qu'il y a une dilatation possible avec la chaleur ? Très faible, certes. Enfin, en ce qui concerne, nous avons posé un isolant périphérique en polystyrène de 5 mm de manière à pouvoir éviter tout problème. C'est obligatoire aujourd'hui. Bon. Alors nous étions précurseurs. De surcroît, nous aussi posé l'entreprise avait posé le capteur sur un lit de sable.
Voilà. À l'époque, c'était des tuyaux en cuivre recouverts de plastique vert anti-rongeur. Donc c'était aussi quand même, à mon avis, un élément auquel on peut peut-être quelquefois y réfléchir. C'est une installation qui donne entièrement satisfaction. J'ai 9 compresseurs. Ne vous alarmez pas, c'est gros comme un compresseur de frigo. C'est pas très gros. Et ça tient, grosso modo, c'est la taille d'un gros frigo. C'est pas énorme, hein. C'est quelque chose comme ça de haut, comme ça de large, et 60 cm à peu près de profondeur. Donc c'est quelque chose, tout est réuni dans mon vide sanitaire avec un ballon d'eau chaude de 300 litres. J'ai eu à changer sur 25 ans 4 compresseurs. Bon, hein, c'était des fois des pannes d'origine électrique. Ceci dit, ça donne entière satisfaction, c'est très agréable, ça sent pas le fuel, ça sent pas le feu de bois, je veux dire, c'est quand même des qualités très importantes. C'est situé sur la route des Plans ici, donc c'est pas très loin, et ça fait 25 ans à peu près que ça tourne. Je suis relativement content. Quant à la consommation électrique, il faut tenir que c'est spécifique aux maisons et de leur coefficient d'isolation. À savoir que chez moi, bon, il y a fenêtre double vitrage, isolation au sol, qui est obligatoire pour la pose des serpentines pour le sol. Idem pour le toit. Je crois que ce qui est très important, il faut une maison bien isolée. Et au niveau facture, je ne me suis pas penché exactement sur le chauffage, mais avec piscine, électricité, frigo, tout ça, j'arrive grosso modo à 1000 € d'électricité par an. Donc quelque chose qui est à peu près très très raisonnable. Si on prend, je sais pas, le plein d'une cuve de fuel, ça fait mal aujourd'hui, hein. Le plein d'une cuve de gaz posé hors sol, c'est sensible comme dépense. Donc je pense que ce serait à refaire, je le referai comme conclusion. Merci. Voilà, nous avons un deuxième témoignage, et dernier témoignage. Oui. Monsieur l'abbé. Monsieur Oliver. Alors je vais pas trop préparer ce qu'il fallait que je dise, mais nous on a une installation qui a 18 ans. On a une maison à étage, on avait mis les capteurs, donc nous c'est direct, hein, c'est le fluide il passe, c'est un mauvais fluide, hein, c'est un fluide qui est pas écolo, il passe directement dans le compresseur et il repart dans le jardin. Ah, quand même, je sais pas, enfin. Donc 18 ans, donc l'étage il n'y a pas de tuyau à l'étage, mais l'étage est chauffé quand même parce que c'est un étage ouvert avec un plafond très haut. Donc pour vous donner une petite idée des surfaces, on a une maison de 200 mètres carrés et la partie non chauffée étage elle doit faire 50 mètres, 60 mètres carrés. Donc surface chauffée 140 mètres carrés et qui suffit à chauffer la maison, même si on a mis à l'étage un radiateur ou deux de complément et qu'on a aussi un foyer fermé quand on veut un feu, mais ça c'est plus pour l'agrément. Et puis ça évite évidemment de déclencher le compresseur de temps en temps. Ce qu'il faut qu'on dise, nous, c'est que vous verriez, là, je voyais l'installation à l'extérieur, vous verriez notre installation, vous n'avez pas du tout l'impression qu'il y a des capteurs. Alors, évidemment, il y a des recommandations qu'on a bien suivies sur les arbres, sur les CMI, l'étanchéité du sol qu'il ne faut pas faire, mais il y a un poulailler, il y a des graviers, il y a des voitures, il y a de l'herbe, il y a des plantations qui n'ont pas trop de racines, donc ça abîme pas du tout le paysage et ça permet de faire plein de choses. Mais bien sûr avec quelques contraintes. En termes d'entretien, nous on est absolument sidérés de voir qu'on n'a jamais fait un entretien de cette machine. Alors quand je dis pas un seul, j'exagère un peu parce que Sofat est venu il y a quelques temps faire une petite vérification des pressions et a dû rajouter un peu de fluide, mais enfin ça a été la seule fois.
Contrairement à des recommandations qu'on a eues d'autres constructeurs où on recevait des pubs pour qu'on entretienne notre truc, on n'a jamais fait venir qui que ce soit pour faire tous les ans une révision, etc. Et je suis pas déçu de pas l'avoir fait parce que donc notre installation nous a jamais rien coûté en entretien. Et on n'a jamais changé le compresseur, il a 18 ans. Et il tourne très bien, donc j'espère que ça va durer, même si on nous annonce quand même qu'à un moment donné ça a une limite. Voilà. L'eau chaude, enfin bon, c'est un système mixte, hein, c'est-à-dire que quand elle n'est pas assez chaude, il y a l'électricité qui prend le relais. Mais en tout cas, on récupère des calories du compresseur pour chauffer un peu l'eau quand il tourne. Comment ? Quand on l'a installé, l'installation nous a coûté 12 000 €. Je l'avais calculé, alors c'est faisable de vous la donner parce qu'on a un compteur sur la machine, mais là, vous dire ce qu'on consomme par rapport à l'électricité totale, l'abonnement, le machin, j'en sais rien. Ouais, mais moi, nous, on a plein de trucs, quoi. Donc c'est vraiment, ce sera pas un bon repère. Et en plus, je disais à ma femme, j'ai pas je sais qu'on paye mensuellement le EDF, mais franchement, je vais vous dire un truc qui va vous donner aucun repère. Mais j'avais fait un calcul à l'époque, les premières années, parce que ça m'intéressait de savoir. C'était assez ridicule, quoi. Enfin, c'était pas cher. Si vous me permettez, je vais répondre à la question, pas sur votre consommation précisément. Yannick va être déçu, mais notre meilleur vendeur, c'est pas lui. C'est le petit compteur de kilowattheure qu'on met en tête de chacune de nos installations. On appelle ça un compteur T-Watt, c'est la marque. Et tous nos clients, qu'ils le veulent ou pas, ils l'ont. Parce que quand ils voient les consommations, eh ben oui, c'est tellement faible que ça n'est négligeable. Vous voyez des maisons de 100 mètres carrés sur les diaporamas qui étaient chauffées pour aller 200 € d'électricité par an, comprenant l'eau chaude sanitaire. Vous n'avez aucun système qui va arriver à ces rendements-là. Donc que le client veuille ou non l'option kilowattheure, on la met. C'est ça qui va faire que le bouche à oreille va nous amener des ventes. Donc le meilleur vendeur, c'est le compteur d'énergie qu'on vous met en tête d'installation et qui ne prend en compte que la consommation de la machine. Par contre, dans sa globalité, comprenant la production d'eau chaude, et dans votre cas, vous n'avez pas, vous, de circulateur d'eau pour aller dans les sondes ni dans le plancher, puisque vous êtes en détente directe. Dans le cas où il y a des circulateurs pour plancher et capteur, bien évidemment que c'est pris en compte par le compteur de kilowattheure parce qu'il vient en tête. C'est votre compteur, votre tableau général, un câble qui vient jusque dans notre tableau, et de là, de notre tableau, tout est alimenté dans notre machine. Ouais. En espérant avoir répondu à votre question. Et nous avons plein de compteurs à vous montrer. Il y a un totaliseur, donc on ne peut pas tricher. Depuis le début, combien la machine a consommé, on peut ramener à l'année. Et ce qu'on recommande, il y a un journalier qu'on se sert en annuel. En fin de saison de chauffe, on dit à nos clients, remettez-le à zéro. Ça permet aussi pas de prévoir, mais de se rendre compte si une machine commence à vieillir, parce que quand d'une année sur l'autre, sa consommation électrique augmente de 10 ou 15%, alors que l'hiver a été aussi doux que le précédent, c'est qu'on commence à avoir un vieillissement de la machine. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, c'était très très intéressant. Et merci pour tous les témoins, parce qu'on en a besoin de savoir par celui qui est là, qui a installé, que c'est une solution performante et intelligente dont on n'a pas assez parlé, et c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour en parler maintenant, parce la géothermie est trop méconnue. Merci. Nous passons maintenant à la présentation de Claudia. Par rapport à ça, moi je suis un peu très étonné parce que quand on l'a installé il y a 18 ans, on nous a dit ça, on nous a dit, notre maître d'œuvre nous a dit, vous chaufferez rien avec ça, ça marchera pas, vous avez tort, etc. Et je suis quand même assez embêté qu'on dise toujours ça 20 ans après. Enfin, en tout cas, que ce soit pas plus... Bon, bien sûr, il y a des contraintes, il faut un jardin, il faut mettre un peu de sous au départ, mais enfin, moi c'est pareil, hein, c'est à refaire, je le fais tout de suite, hein, pas de souci.